Bonsoir à tous, bienvenue dans Sans Détour, votre émission organisée par Séné Plus et Supimax. Nous avons aussi aujourd'hui le plaisir de recevoir de grands acteurs de la culture pour parler d'un sujet non moins important, cette culture dont on parle assez peu dans l'agenda médiatique et parfois aussi dans l'agenda politique. Aujourd'hui, nous en aurons le cœur net avec sur le plateau Madame Penda Mbao, grande actrice de la société civile, historienne, grande actrice aussi du monde universitaire, féministe et surtout aussi éditorialiste à Séné Plus. Merci et bonsoir. Merci Elgas. Alors notre invité principal aujourd'hui, c'est le ministre de la Culture, ancien journaliste, grand acteur aussi du monde médiatique et politique, c'est Abdou Latif Coulibaly qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir les gars, bonsoir à tous et à tous. Et pour finir, mon camarade Mbougar Sarr, écrivain, 3 romans au compteur avec le dernier, De Purs Hommes aux éditions Philippe Ray et Jim San. Alors, cette discussion est née suite à un échange entre Mohamed Mbougar Sarr sur Séné Plus et Abdoulaye Liman Kane sur la fracture culturelle. Nous avons donc voulu faire une émission sur ce sujet. Je remercie d'ailleurs le présentateur habituel Abdoulaye Cissé de me laisser les commandes pour juste cette émission. Et aujourd'hui, on va parler de ça sans tabou, en essayant à travers plusieurs angles d'expliquer pourquoi ce sujet pourrait être un moteur dans le développement du pays. Et on va le faire peut-être en commençant par une question très très basique. Comment définiriez-vous, monsieur le ministre, la culture? Écoutez, j'ai plusieurs définitions que moi-même je n'ai pas faites évidemment, mais que j'ai tirées au gré de mes lectures. Mais j'en ai retenu une qui me paraît assez intéressante. Je ne suis pas sûr que c'est d'Amadou Hampâté-Bâ. Il dit quelque part que la culture, c'est l'ensemble des valeurs, des faits et pratiques qui méritent d'être transmises d'une génération à une autre, auquel on ajoute évidemment nos productions actuelles, artistiques, intellectuelles et autres, qui composent les différentes filières de la culture, telles que nous la pratiquons aujourd'hui. Pour moi, ça me paraît juste, dans la mesure où, dans la culture, nous avons l'héritage et nous avons également ce que nous vivons aujourd'hui et pratiquons aujourd'hui. Voilà, de façon très pragmatique, ce que je peux dire de la culture. Voilà comme définition. Écoutez, on va ouvrir la discussion tout de suite. Est-ce que vous partagez cette définition de la culture ou en avez-vous une autre? J'ajoute, si Penda vous me permettez, j'ai lu également une qui me fascine. Il y a la culture et ce qui nous sépare, c'est pas la société animale, la société humaine. Et j'aime également cette définition-là. Voilà. La précision est bienvenue. Absolument, il est extrêmement difficile de dire plus qu'Amadou Hampâté-Bâ sur la culture. C'était l'incarnation même d'une certaine vision de la culture. Et Abdou Latif vient de le rappeler. Mais je voudrais simplement dire qu'entre les hommes de culture, il y a toujours eu une très grande discussion entre culture et civilisation. Qu'est-ce qui relève de la civilisation en tant que telle et qu'est-ce qui relève de la culture qui nous renvoie à la superstructure, l'ensemble des idées, les visions, les mythes, parce que les mythes sont extrêmement importants dans l'approche concernant la culture africaine, les mythes fondateurs, les mythes de reconstruction, parce qu'on peut même créer un mythe pour pouvoir reconstruire et se fonder sur ce mythe. C'est là où, par exemple, la charte de Kourkan Fouga paraît être intéressante de ce point de vue. Mais il y a le philosophe qui disait que la culture, au fond, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Mais j'ajouterai en tant que Sénégalaise, parce que quand on a vécu la période avant l'indépendance, depuis la création, si vous voulez, de présence africaine, jusqu'au premier festival mondial des arts nègres, mais aussi toute la politique culturelle que nous avons connue dans ce pays, je dirais simplement que la culture a toujours été l'aura du Sénégal. Moi, c'est ma définition personnelle. La culture, c'est l'aura du Sénégal. Ce qui fait l'exception sénégalaise et ce qui fait que ce pays a su se positionner dans le reste du monde et qu'on parle beaucoup de ce pays. Et je suis surtout très contente de faire cette émission en compagnie de Abdou Latif Coulibaly, que je respecte beaucoup, que je connais dans ce combat. Et nous avons eu des échanges très intéressants il y a plusieurs années de cela, mais aussi de ce que je considère aujourd'hui comme la véritable relève intellectuelle dans ce pays. Vraiment,
entre Elgas et Mbougar, je crois que nous pouvons garder l'espoir que Senghor, Cheikh Anta, Alioune Diop ont de véritables héritiers aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour l'honneur que vous nous faites. J'espère que nous en serons dignes. En tout cas, il y a beaucoup de chemin et beaucoup de travail. Vous l'êtes déjà. Mbougar, déjà dit. Alors, Mbougar, vous avez entendu la tonalité un peu sur les définitions un peu de la culture qu'ont donné deux ministres de la culture. Est-ce que vous adhérez à leur vision? Oui, j'y adhère et je ne pense pas pouvoir ajouter quelque chose qui peut-être dépasserait ce qui vient d'être dit. Je crois simplement qu'on a peut-être sur ce plateau une illustration possible de ce qui est la culture, qui est une histoire aussi de transmission. Je crois que c'est peut-être ce qui se retrouve au cœur de toute culture, c'est qu'une culture se transmet. Il y a des pionniers, il y a des continuateurs, il y a des héritiers, et c'est dans ce fil très secret, mais également très doré, en fin de compte, que se dessine peut-être une définition possible de la culture. Et je crois que si je devais en donner une personnelle, elle serait davantage liée à mon domaine, c'est-à-dire la littérature ou l'art de façon plus générale. Et c'est une définition qui est très proche de celle que Pendambo vient de donner en parlant de ce que l'on oublie, ce qui reste quand on oublie. Je pense que la culture, c'est vraiment ce qui reste, ce qui subsiste quand on meurt. Non pas seulement quand on oublie, mais vraiment quand on meurt. C'est la trace qui est laissée, c'est la trace qui vient après nous, mais c'est aussi la trace qui était là avant nous. Donc c'est le berceau et le tombeau, d'une certaine façon, et c'est la définition que je pourrais donner de la culture. Alors justement, on va l'évaluer maintenant, cette culture. Comment se porte-t-elle aujourd'hui au Sénégal? Et qui de mieux que le ministre de la Culture pour nous en parler? On va parler de tâches quotidiennes. De quoi vous occupez-vous véritablement pour changer la perception de la culture et puis améliorer un peu le rêve des Sénégalais dans la composante générale de ce domaine très très vaste, monsieur le ministre? À mon avis, votre question se présente sous deux composantes. Il y a la culture et il y a la politique culturelle. Moi, je m'occupe des politiques culturelles, mais la culture, évidemment, les politiques culturelles s'en occupent. Mais la culture, même s'il n'y a pas de politique culturelle, il n'y a rien du tout. Même si l'État est complètement absent, la culture est là. Parce que nous la vivons, c'est nous-mêmes. C'est ce qui nous permet d'être identifiés, de poser, de différencier par rapport aux autres. C'est ce que nous avons produit, que le gouvernement intervienne, que n'intervienne pas. On produit, on vit. Maintenant, on peut se poser la question, quelle est aujourd'hui la place des politiques culturelles et quelles sont les politiques culturelles? J'avoue, comme Penda l'a dit, que moi j'ai toujours été fasciné par la capacité de notre pays et son ingéniosité à fabriquer des politiques culturelles qui font qu'aujourd'hui nous avons Elgas, nous avons Mbougar et d'autres. Penda a cité des écrivains, je pourrais citer des plasticiens, des Soli Cissé, des Pape Ibratal à l'époque, les Ibou Diouf, aujourd'hui les Kiné Aou, des gens qui ont... Nous avons des artistes qui ont exposé à Venise, nous avons des gens qui ont produit des œuvres remarquables aujourd'hui, nous avons les tapisseries de Thiès, donc bon, la culture elle est vaste, elle est variée. Maintenant les politiques culturelles. Moi j'étais impressionné, même à l'époque j'étais jeune, par comment Senghor s'est employé à produire une nouvelle esthétique sénégalaise. Et même une esthétique d'un État indépendant, qui reposait sur l'idée de mettre en place des institutions culturelles dignes de son nom et à la hauteur des ambitions qui étaient attachées à ce qu'il avait défini comme étant les politiques culturelles du Sénégal. Et c'est en cela que Senghor, par exemple dans le domaine de l'art plastique, à l'image de son itinéraire d'ailleurs, conforme à son itinéraire académique et d'humain, d'homme simplement, il a pensé mettre à Dakar quasiment en réponse par rapport à ce qui a été en France, l'école de Dakar, pour produire les premiers plasticiens dans notre pays. Il avait cette idée de dire, à trop raison d'ailleurs, certains le contestent, que l'Afrique n'avait pas nécessairement une connaissance par rapport à l'art plastique. De sa façon, en tout cas les tableaux tels que nous les avons connus, avec les pinceaux, avec les chevalets, peints comme... Sauf les peintures rupestres. Voilà, les peintures rupestres. Mais il en parlait par rapport à ce qu'il a vu. Il l'a vu d'ailleurs dans une belle émission avant-hier, même sur des TV, où il parlait de ça. L'école de Dakar, il l'a créé, c'était fantastique. Il a créé les tapisseries de Thiès. Il a également créé le théâtre Daniel Sorano, avec un ensemble lyrique national extraordinaire.
où l'animation culturelle, la production culturelle dans notre pays était extrêmement diverse. Il est vrai qu'on peut noter un reflux. Et c'est toujours à l'image de ce qui préside la nation. Senghor était un homme foncièrement culturel, c'était un acteur culturel quelque part parce qu'il était écrivain, mais c'était un producteur d'une très grande imagination. Il avait pensé que notre pays se développerait fondamentalement à partir de sa culture. C'est cette idée qu'il avait amené également à donner une attention particulière à l'école, où il consacrait énormément de ressources à l'époque. La dépense a été efficace, a été inefficace, on peut discuter de la question. Mais toujours est-il aujourd'hui que si nous avons l'aura qui est attaché à l'Université de Dakar aujourd'hui, qui est attaché aux écrivains sénégalais, c'est parce qu'également il y a une production de ce point de vue-là. Il y a eu un reflux dans les années 80-81 qui n'était pas nécessairement volontaire, mais dû au fait que ces années étaient les années d'ajustement structurel extrêmement difficiles. Où parler de politique culturelle était considéré comme un luxe, une perte de temps à la limite. Donc il y a eu un reflux. Mais ce qui était, de ce point de vue, un peu dommageable, c'est qu'on n'a pas compris qu'on aurait pu et devait maintenir les institutions culturelles. À ce moment, on a démantelé un des objets symboliques, que Senghor, une institution symbolique, le musée dynamique, Moudra Afrique. On les a vus considérés comme des l'université des mutants, des lieux de création et des lieux de réflexion, de production culturelle. On les a complètement Ensuite, il y a eu l'époque Abdoulaye Wade où il y a eu un regard, incontestablement, où il a voulu faire des choses avec les limites, mais il en avait l'intention et ça se comprenait. Abdoulaye Wade, c'est un pur produit, un intellectuel, un produit de l'université qui a participé à la conférence de 1959, où il était parmi les rapporteurs. Donc, je parle de la conférence de Rome, évidemment, les intellectuels, les artistes, etc. Évidemment, on a connu des périodes difficiles. Maintenant, Penda est là, il a été ministre de la Culture, moi-même je le suis aujourd'hui. Je pense qu'il y a un regret d'intérêt très fort par rapport à la culture, dans la continuité de ce qui a été entamé il y a quelques années, il y a 10 ans à peu près, où il y a une option forte de faire revenir des institutions culturelles qui impulsent la création, l'animation, mais également, je veux dire, creuser des réflexions sur la culture elle-même. C'est évident qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec la création du musée des civilisations, mais surtout avec l'engagement pris et traduit en politique par le chef de l'État dans les différents fonds qui sont institués dans le ministère et qu'on essaie de gérer pour faire en sorte que la production soit encore plus rayonnante, plus dynamique. Voilà un ensemble de faits que je ramasse de façon très générale, étant entendu que nous pourrions entrer dans les détails pour voir ce qui s'est fait. Voilà. Justement, on va entrer dans les détails. Merci pour cette chronologie sur ce qui s'est fait, sur le reflux, comme vous l'avez rappelé. Alors, cher Pendambao, on va revenir sur un point. Un mot est revenu dans vos définitions à tous et à toutes, c'est héritage. Héritage. On a parlé aussi de la figure de Senghor comme figure précurseur. Est-ce que l'héritage de Senghor aujourd'hui est entretenu fidèlement? Est-ce qu'il y a assez d'engagement, assez de moyens et assez de portée dans la politique culturelle aujourd'hui qui est menée? Avant de revenir sur justement la politique culturelle de Senghor, parce que j'ai eu la chance très jeune, un peu avant le départ de Senghor, d'avoir été conseillère au ministère de la Culture et je l'ai vécu de l'intérieur, la politique culturelle de Senghor, surtout pour ce qui concerne le patrimoine. Mais avant cela, je voudrais revenir sur une chose, sur la culture sénégalaise. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette culture? Qui est une rencontre de culture, de civilisation, de différents fonds d'acculturation. Par exemple, nous avons un fonds qui nous vient du Nord avec l'islam et qui est très présent. Un fonds qui nous vient de l'Europe avec la culture, la civilisation occidentale, surtout à travers l'école, et le fonds négro-africain. Et ces fonds se sont retrouvés sur la terre sénégalaise et ont donné quelque chose d'assez exceptionnel et d'extraordinaire. Comment avons-nous fait aujourd'hui pour que l'ensemble de ces fonds irriguent et alimentent cette culture sénégalaise?
Mais est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre concernant ces différents fonds? Comment ils interviennent sur notre héritage, sur notre patrimoine? Je prends un exemple très simple. L'islamisation ne s'est pas faite du jour au lendemain. On a connu un approfondissement de cette islamisation au cours de notre histoire. Et aujourd'hui, on a tendance, et là peut-être il faudra pousser la réflexion, on a tendance à faire justement de tout notre héritage culturel et intellectuel un héritage purement islamique et religieux. À telle enseigne qu'une partie de notre civilisation négro-africaine sur le patrimoine est en train de disparaître. Je prends les noms tout simplement. Oui. Ça peut être un débat de fond. Il y a une transformation au cours de l'histoire de l'homo sénégalensis, où on a tendance à gommer les autres fonds culturels, le fonds négro-africain, le fonds à travers l'école, l'occidentalisation entre guillemets. Et ce fonds islamique, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'en réalité c'est un fonds dominé par la civilisation arabe ou c'est une transformation de l'islam à partir justement de la culture négro-africaine? Ça, ce sont des débats que nous pourrons mener et qui sont des débats intéressants. Maintenant, je reviens sur l'héritage de Senghor. Senghor, il ne faut pas le voir. Moi, j'ai l'habitude de dire que toute la pensée senghorienne était en place depuis les années 30. Senghor n'a pas évolué du point de vue de la pensée depuis les années 30. Il peut y avoir un approfondissement à un moment donné. Mais ce qui est sûr et certain, il avait sa vision de la culture, cette vision qu'on voit à travers justement la civilisation, la négritude, mais l'enracinement, l'ouverture, etc. Mais à un moment donné, et ça c'est le catalyseur, quelque chose qui a été catalyseur, c'est la maison présence africaine. Oui. Et une réalité au Sénégal, c'est que la colonisation a installé les premières écoles au Sénégal. On a eu une rencontre et c'est là où on a vu l'intelligentsia, je ne dis pas sénégalaise, mais africaine, émerger. Et l'émergence de l'intelligentsia africaine, à travers justement présence africaine, on a commencé à penser et à réfléchir sur cette culture africaine, sur l'école. J'adore le texte, le premier texte fondateur de présence africaine, de Alioune Diop Niamgoura. Niamgoura, avec le rôle de l'éducation, oui. et à travers cette intelligentsia, nous avons les tenants de la négritude, les nationalistes incarnés par la branche de Cheikh Anta, et plus tard les marxistes, je vous vois les Amadé Alidien et autres. Mais tous, ils avaient un objectif, la réhabilitation de l'histoire africaine, la réhabilitation de la figure de l'Africain. Et je crois que les historiens ont joué un rôle de premier plan. Je pense à Cheikh Anta, mais aussi à quelqu'un comme Joseph Kizerbo. Et nous avons eu la chance d'avoir tous ces intellectuels. Ils ont vécu au Sénégal à un moment donné de leur vie et ont contribué à façonner cette vision culturelle. Et il n'y avait pas que les Sénégalais, les gens de la diaspora. Oui. Moi, je me souviens au ministère de la Culture, à l'époque, on avait les Jean Brière, les Roger d'Orsainville. Tout le monde était là, ils ont tous contribué justement à faire de cette culture un bouillonnement extraordinaire. Et Latif le rappelait tout à l'heure, l'école de Dakar avec les papes Ibratal, les Ibandiaï, tout Senghor est l'un des rares à avoir créé une véritable esthétique négro-africaine. Maintenant, à l'époque, le ministère de la Culture était le ministère le plus important. D'ailleurs, c'est là, moi, quand j'y arrivais, Assane Seck était ministre d'État de la Culture. Moi, j'ai été sous la coupe d'Assane Seck. Et ce qui était intéressant, Senghor intervenait directement. Il nous connaissait tous. Il connaissait tous les agents. Et quand il avait besoin, il m'avait chargé, par exemple, d'aller faire avec Baudel au niveau du patrimoine un travail sur la conservation des objets en bois. Et j'avoue, quand j'allais à la culture, c'était pour justement aller être formée au Brésil, au Mexique, pour être conservatrice du musée des civilisations. Juste, on venait de supprimer. Et c'est dommage parce que les intellectuels avaient tellement critiqué Senghor qu'ils avaient supprimé. Mais nous retournons, heureusement. Le président Diouf Wade et Macky Sall, ils ont réalisé ce musée des civilisations. Et ce que j'avais regretté, c'est que les intellectuels avaient tellement critiqué et qu'on ait laissé partir le Festival mondial des arts nègres parce que ça nous aurait permis d'avoir un événement culturel, un pont entre la diaspora et l'Afrique pendant un moment
justement, à travers ce Festival mondial des arts nègres, et le Sénégal allait conserver sa suprématie culturelle, d'action culturelle sur tout le reste. Maintenant, l'héritage de Senghor, et c'est dommage parce que l'université du mutant, moi j'étais même mutante à un moment, l'université, j'ai vu passer énormément d'intellectuels africains, les intellectuels brésiliens, oui. C'est là où Jorge Amado, tous ces mondes venaient, et ça ne faisait qu'augmenter l'aura du Sénégal. Comment retrouver? Bon, on le doit à tout ce travail depuis les conférences des intellectuels. Et ça aboutit, parce qu'ils ont mis un des leurs à la tête du Sénégal, c'était Senghor, et ça avait abouti au premier Festival mondial des arts nègres. Et le premier Festival mondial des arts nègres, si vous relisez le discours d'André Malraux sur le patrimoine, Senghor n'a fait que matérialiser toutes ses orientations sur le patrimoine au Sénégal, avec la création des grandes institutions du patrimoine. On avait les archives culturelles. On avait les archives nationales déjà, on avait le centre d'études et de civilisation, et puis la direction du patrimoine. Mais c'était extraordinaire, avec un foisonnement d'artistes, d'écrivains, ouvert sur le reste du monde. Rien que la diaspora, c'était quelque chose de fabuleux. Alors je termine, parce que je sais que je peux en parler jusqu'à demain, mais je termine en disant simplement que c'est l'héritage de Senghor qui s'est manifesté à travers la création d'institutions déjà, mais de musées et de centres de réflexion. L'Université des Mutants était là pour continuer, et c'était le prolongement tout simplement des grandes conférences des écrivains. Et je termine en disant, par exemple, c'est là où les oppositions entre intellectuels ont été transcendées dans ce que les Sénégalais avaient de meilleur, c'est-à-dire cette vision de la culture. Comment se fait-il, par exemple, au premier Festival mondial des arts nègres, que les primés étaient Cheikh Anta, Ben Ousmane, tous ces gens-là. Et le fait de défier Senghor, à mon avis, était le moteur intellectuel de ce pays. Merci beaucoup pour cette perspective historique et puis tous ces noms dont on se remémore avec une grande fierté. Mais Mbougar, on va essayer d'établir, comme elle le disait, des ponts maintenant et des jonctions. L'idée de faire cette émission est née donc de votre article, de votre discussion, de votre conversation avec Abdoulaye Elimane Kane. Oui. Alors sur la fracture culturelle, il y a une pointe de nostalgie et peut-être parfois une pointe idéale sur cette culture-là. Est-ce qu'on a aujourd'hui des problèmes et est-ce que tu pourrais mettre le doigt dessus? Oui. Il est évident qu'on a des problèmes. Le premier problème vient d'être exposé par les deux interventions de Abdoulatif Coulibaly et de Penda Mbow. C'est que on est très nostalgique de cette époque-là. Lorsqu'on en parle, moi j'ai les yeux qui brillent, évidemment, parce que ce sont de grands intellectuels, de grands noms, d'illustres personnages, de grands hommes et de grandes femmes, évidemment. Est-ce que c'est pas intimidant? C'est bien sûr un peu intimidant, mais il y a quelque chose. La raison pour laquelle on est très nostalgique de cette période, c'est que c'était une période, on le sait, d'extrême bouillonnement culturel. On n'avait jamais renoncé à définir la culture dans toute sa complexité, toute sa richesse, avec tous les débats qu'il faut et surtout toute la participation qu'il faut. Lorsqu'on se rappelle que le premier Festival mondial des arts nègres avait été organisé en plein milieu de Dakar avec la participation de toutes les populations, on voit le problème. C'est qu'aujourd'hui, cette fracture culturelle dont on parlait dans cet article-là vient peut-être du fait que la culture, dans sa représentation politique, dans son institutionnalisation, c'est peut-être un peu coupé des populations. Aujourd'hui, je crois que c'est vraiment sur la perception de la culture qu'il faut travailler. Je crois qu'on peut reprocher tout ce qu'on veut à Senghor, mais il avait quand même réussi à introduire dans le pays l'idée que la culture était une chose importante. Aujourd'hui, qu'en est-il? Lorsqu'on parle de culture aux populations, pas simplement aux personnes qui sont allées à l'université, qui ont fait des études, qui ont peut-être la capacité, la faculté, les moyens, les ressources d'apprécier la culture. Lorsqu'on s'adresse à d'autres personnes qui n'ont pas tout à fait pas forcément ces ressources-là, qu'est-ce qu'on leur dit? Que pensent-elles de la culture? Là, peut-être se situe la première fracture culturelle, dans le fait qu'il y a peut-être, la culture aujourd'hui est devenue
un enjeu quasiment de pouvoir. C'est devenu un enjeu de lutte de classe. C'est devenu quasiment un enjeu vraiment de voilà. Justement, on va laisser le ministre. Voilà. Deuxième question, très rapidement, et j'en termine là, c'est qu'un autre problème de la fracture culturelle, qui n'est pas très différent, qui est lié d'ailleurs à celui que je viens de poser sur cette division de classe finalement, c'est une territorialisation de la culture. Lorsqu'on regarde la carte de la culture au Sénégal, on voit deux Sénégal. Il y a le Sénégal des oasis culturelles, de Dakar, urbain majoritairement, et puis il y a le Sénégal des déserts culturels. On peut également là aussi, tout en reconnaissant le mérite de Senghor d'avoir fondé l'école de Dakar, on peut aussi se demander si ça n'a pas été là le grand piège, c'est-à-dire qu'on s'est à un moment donné peut-être enfermé dans une vision de la culture qui était très dakaroise, très urbaine. Lorsqu'on sort de Dakar, où sont les lieux de culture? Quelles sont les grandes manifestations culturelles? On songe évidemment au Festival de Jazz de Saint-Louis, mais par ailleurs, qu'est-ce qu'il y a par ailleurs? Dans les lieux où vraiment il y a quand même une culture qui pulse, qui vit, qui est extrêmement dynamique et riche, que fait-on pour que cela ait quand même une incarnation et que ça rentre dans le quotidien des populations? Et là, c'est vrai que c'est une question de politique culturelle, je pense que M. le ministre va en reparler, mais aussi peut-être d'éducation même à la base, pour reparler de la signification de ce qu'est une culture. Donc là, quelques questions simplement pour lancer le débat et faire évoquer ce débat, cette discussion que j'ai eue, enfin qu'on a eue par article interposé avec l'aîné doyen Abdoulaye Elimane Kane, qu'on salue. Sur la démocratisation donc, de la culture, est-ce que la centralisation dakaroise est trop importante? Est-ce que les régions sont oubliées? Non, je voudrais juste avoir un petit commentaire sur le propos de mon jeune frère Bouga. A été, je ne pense pas que la culture constitue maintenant seulement un enjeu de politique et un enjeu de pouvoir. Ça a été toujours un instrument extrêmement puissant dans lequel on pouvait voir le positionnement de classe et le cloisonnement de classe. Ça n'a pas débuté maintenant. C'est de tout le temps. Et la culture en a été l'illustration parfaite. D'abord, ce qui était instruit à l'école française était considéré comme les seuls cultivés dans ce pays-là. Ils ont dirigé le pays, ça continue jusqu'à présent. Et ça a cloisonné les uns et les autres. Il y a des intellectuels de langue arabe d'une dimension exceptionnelle dans notre pays. Personne ne les a considérés depuis temps jusqu'à maintenant. Deuxième élément, en réalité, je ne crois pas qu'il s'agisse de nostalgie par rapport à l'époque de Senghor. C'est juste un constat de voir qu'à l'époque, Senghor en avait une perception qui allait dans le sens de ce qui devait être. Qu'il l'ait bien fait ou qu'il l'ait mal fait, ou qu'il ait exagéré sur certains points, je crois quand même. Parce que même si on dit que la culture est au début et à la fin du développement, il faudrait peut-être comprendre également, c'est dans le cadre d'une politique de développement qui ne considère pas que nous sommes à jamais condamnés dans une fatalité de sous-développement. Parce que nous saurait développer une politique culturelle forte avec un développement culturel conséquent dans un océan de dénuement. Ce n'est pas possible. Les deux vont de pair. Deuxième élément de réflexion, c'est par rapport à ce que vous dites, la territorialisation des politiques culturelles. C'est extrêmement important. Je considère que ce que vous dites est vrai. Depuis Senghor d'ailleurs. Tout pour Dakar et rien pour les autres. Ça a continué et ça continue d'ailleurs de ce point de vue-là. Sauf que vous n'oubliez pas que l'option de développement que nous avons eue, volontaire ou imposée par les circonstances politiques, économiques et historiques, a toujours fait en sorte qu'on ait un développement avec une macrocéphalie à Dakar, où la tête est immense, où il n'y a rien. Et c'est justement ça qui fait qu'aujourd'hui, qu'il faille changer d'approche par rapport à ça. Dans le domaine de la culture précisément, on a toujours parlé de bibliothèque nationale. Et les autres, c'est dans cette perspective, nous en avons déjà discuté d'ailleurs dans mon bureau. C'est la raison pour laquelle nous estimons dans le projet de la bibliothèque nationale que c'est la bibliothèque nationale qui sera également démultipliée dans les régions, mais en dimension régionale. Avec toutes les possibilités qui sont offertes au niveau national, qui soient offertes au niveau régional. Deuxièmement, nous avons décidé de mettre des centres de direction complexes régionaux, culturels.
C'est extrêmement important. Quel est le but? C'est quand on va dans une région, qu'on décentralise les activités de production, de création et la mise en place d'une esthétique pour notre pays qui soit à la hauteur des ambitions attachées au PSN. C'est la raison essentielle pour laquelle aujourd'hui nous allons mettre en place des complexes régionaux qui ne seront plus. Quand moi je suis arrivé, ce qui m'a frappé au ministère, c'est qu'on parle des centres culturels régionaux. C'est quasiment rien du tout par rapport à ce que l'État aurait dû faire dans les régions. Pourquoi? Parce qu'on a considéré les centres culturels comme étant un centre culturel, par exemple, vous verrez dans nos régions, un centre culturel Diola, un centre culturel Peul. L'État est réduit à ce stade-là, dans les régions, centre culturel. Je pense que ce qui est important, c'est une direction régionale de la production et de l'animation culturelle, avec des possibilités et des moyens. Je ne travaille pas de secret en disant que M. le Président de la République est parfaitement dans cette perspective. Okay. J'ai fini sur un point. Bien sûr. Vous savez, nous avons un patrimoine. Penda a parlé de patrimoine aujourd'hui. N'oublions pas que les mégalithiques de Singen et d'Arwana sont inscrits au patrimoine mondial. Aucun Sénégalais, rares, ce sont les Sénégalais qui sont allés sur ces sites. Ils n'y sont pas allés. Pourquoi? Parce que ces sites sont à l'abandon. Personne ne les met dans un cadre aujourd'hui qui permette une visite agréable et la compréhension de ce mécanisme. Il est important de rappeler que ces sites datent au moins de 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est quand même extraordinaire. Monsieur le ministre, je me permets juste de vous couper très rapidement parce qu'il faut qu'on aille un peu plus vite et qu'on aborde énormément de sujets. Je vais vous donner la parole tout de suite, mais à vous entendre de manière générale, je me mets à la place des téléspectateurs. Vous êtes le ministre, vous êtes un acteur central des politiques culturelles. Vous nous avez énuméré un peu l'optique de ce que vous allez faire. Aujourd'hui, pourquoi cette perception-là peine à infuser dans la société? C'est-à-dire, quelles sont, vous, les barrières que vous rencontrez et quelle est la place de la culture dans l'engagement de Macky Sall? Écoutez, niveau de compréhension, vous savez, vous ne pouvez pas comprendre de la même manière la culture que le paysan qui est chez moi à Sokone. Ce n'est pas possible. Oui, mais c'est comme vous en avez démocratiser ça. Les gens s'imaginent simplement que les gens ne vivent pas leur culture à l'intérieur du pays. C'est inexact. Il y a de la production, il y a du vécu culturel, et il y a beaucoup de choses à la fois. On parle de désert, c'est vrai, mais désert au plan aménagement. Oui, c'est ça. C'était ça. Mais c'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Maintenant, la perception, c'est quoi? C'est un travail assez long. Je vais donner un exemple, une anecdote. Quand on ouvrait le musée des civilisations nationales, le musée des civilisations noires, on préparait les budgets. J'ai vu mes directeurs qui sont allés aux finances. Le président avait ordonné qu'on ait mis à la disposition une somme d'argent qui, aux yeux de certains, était conséquente, trop conséquente. Et quand les directeurs ont réclamé l'argent, un achat leur a dit, mais au moment où les gens ont faim, au moment où on a besoin de ça, on parle d'instruments à l'hôpital, vous venez me parler de musée. Voyez-vous? Oui. Ce n'est pas simplement la perception du Sénégalais, entre guillemets, lambda, j'aime pas le terme, mais c'est pas des intellectuels, mais en tout cas des gens instruits, qui sont censés comprendre le phénomène, le mécanisme. Ça demande du temps. Oui. On va ouvrir la discussion un peu plus. Cher Pendabaou, des réactions sur les propos de M. le ministre? Je vais surtout répondre à Bougar et défendre un peu Senghor. J'ai entendu le président... rapidement pour vous dire qu'en moi, vous trouvez un Senghorien assumé, tout à fait, voilà. Mais c'est vraiment pour poser le débat. Mais allez-y, je vous écoute. J'ai entendu le président Macky Sall quand même dire une chose, que son quinquennat sera un quinquennat pour la culture. Je l'ai entendu dire ça. J'espère... Mais beaucoup de présidents disent ça. Oui, non, tel qu'il l'a dit et tel qu'il s'est engagé, non, il a une prise de conscience et avec le musée des civilisations, je l'ai entendu pour la première fois dire ça. Bon, espérons que ça se réalise. Maintenant, pour Senghor, il avait énormément fait. C'est qu'on est arrivé à un moment de démantèlement de toute l'action culturelle dans ce pays et des infrastructures culturelles liées aux politiques d'ajustement structurel qui l'ont fait partir, je crois, vers les années 80. Toutes les régions du Sénégal étaient dotées de centres culturels à l'époque, avec des bibliothèques. Mais mieux avec des groupes de théâtre, des groupes d'animation
et des groupes et des orchestres. N'oublions pas que le Jazz Band de Sédhiou est venu de Sédhiou. N'oublions pas, par exemple, le rôle joué par le Cercle de la jeunesse de Louga. Oui. N'oublions pas à Saint-Louis, toutes ces troupes. Mais ce qui était fabuleux, et c'est ça ce que j'ai trouvé, comment on avait créé, par exemple, l'ensemble lyrique traditionnel, quand il envoyait des gens comme Maurice Sona Senghor faire le tour du Sénégal pour construire la nation à partir justement d'une approche du folklore sénégalais. Je pourrais continuer sur tout cela, mais on a assisté à un moment donné à un démantèlement parce qu'on pensait que la culture de droit. Et pourtant, quand il voyageait par exemple, il amenait toujours des hommes de culture, des hommes de lettres, parce que c'est comme ça qu'il vendait le Sénégal. Maintenant, on avait ces centres culturels. Il faut les réhabiliter. Il faut réhabiliter la culture et surtout permettre, parce qu'on va limiter aussi la culture et ce qu'on a tendance à faire à la musique, tout simplement. Oui. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'il faut... Le folklore, c'était le terme de Mbougar. Le folklore est une composante importante. Importante. Voilà. Il avait très bien nuancé tout cela. Fondamental. Moi, j'avais pensé à un moment donné qu'il fallait faire une culture d'élite. La vendre très cher pour financer la culture populaire. Faire la distinction entre culture d'élite et culture populaire. Il faudra, de mon point de vue, essayer à partir de la culture de relever le niveau du Sénégalais, mais de relever aussi la perception et les perspectives du Sénégalais, tout simplement. Donc moi, je pense que tout ce que Senghor a fait, si on l'avait perpétué et continué à l'alimenter, peut-être aujourd'hui on ne serait pas dans ce désert que nous connaissons. On a démantelé l'école d'architecture, l'école des arts avait disparu, il y avait beaucoup de choses qui avaient disparu, qui n'avaient pas survécu à Senghor. Donc, on va parler maintenant, parce qu'on est pris par le temps, et puis il y a beaucoup de sujets, c'est un thème qui est inépuisable, malheureusement. Mais Mbougar, on a parlé de grandes idées, on a parlé des grandes figures qui, à la veille des indépendances, ont posé un peu la base de la dynamique des indépendances, et puis de ce bouillonnement intellectuel dont on a parlé. Maintenant, aujourd'hui, il y a une idée qui émerge, qui se pose de plus en plus, c'est le décolonialisme, par exemple, sur la nécessité d'une souveraineté absolue. Le musée, d'ailleurs, des civilisations noires s'inscrit dans cette tradition-là. Aujourd'hui, est-ce que nous valorisons assez le potentiel local et dans la dialectique avec la colonisation, est-ce que nous sommes dans un conflit porteur ou dans un statu quo actuellement, à votre avis? Alors, la question décoloniale, à mon avis, s'inscrit dans un mouvement plus général qui consiste aujourd'hui à se réapproprier un certain nombre d'éléments culturels qui ont soit été transformés, soit été spoliés. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de ce moment, oui. Mais il faut précisément garder à l'esprit que c'est un moment et qu'il doit être dépassé, oui. Et que surtout il doit produire, je crois, quelque chose qui est de l'ordre de sa propre autocritique. Et c'est peut-être cet aspect-là qui manque aujourd'hui un tout petit peu, sachant que l'histoire, dans sa tragédie, a lié ceux qui ont été spoliés, ouais. Et les spolieurs. Absolument. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même un travail qui serait un travail de réappropriation ne peut pas faire l'économie d'un dialogue, d'une discussion, quasiment d'une collaboration avec... Mais vous parlez d'ouverture, de discussion, d'autocritique, c'est des termes forts. Est-ce que dans votre diagnostic personnel, la mouvance actuellement décoloniale, comme on la voit, à travers même son allure diasporique, entre dans cette démarche de construction d'un moyen d'échange pertinent? Ce que je remarque, c'est que d'abord, c'est quelque chose, dans sa forme actuelle en tout cas, qui est un mouvement assez jeune. C'est-à-dire que cela fait peut-être 10 ans au grand maximum que ce qu'on appelle la pensée décoloniale a commencé à avoir un tel écho. Oui. Aujourd'hui, ce que je remarque, c'est qu'il y a des résistances qui ne facilitent pas l'autocritique, tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce mouvement arrive avec quelque chose de très agressif, mais qu'on peut comprendre, je remarque qu'il y a une sorte de résistance tout aussi agressive qui se met en place et que la discussion avec l'Occident, pour le nommer très précisément, peine vraiment à avoir lieu. Et j'ai l'impression vraiment que tout en ayant conscience qu'on est dans un même espace, dans un même problème,
on est également dans des positions qui sont assez figées. Justement, sur cette radicalité, on va interroger monsieur le ministre. Il y a des acteurs culturels étrangers qui sont très très présents au Sénégal. Donc il y a des pays comme la France, à travers les instituts, les alliances françaises et tout le reste. Et on peut reprocher parfois à la politique culturelle, ou en tout cas la culture dans son expression dans les régions et dans les centralités urbaines, d'être extravertie. C'est-à-dire une culture qu'on sous-traite à des pays étrangers. C'est une critique que l'on entend. Qu'est-ce que ça vous inspire? J'en ai une autre pensée. Je suis tellement d'accord avec ce que disait tout à l'heure Bougar. Mais la perspective décoloniale a une finalité qui n'est pas fondamentalement la rupture totale. C'est ce que Felwine dit, et j'essaie de l'interpréter autrement. In fine, la restitution va établir quoi? Les œuvres d'art. Une nouvelle esthétique de la coopération et de la relation. Une nouvelle dynamique de coopération dans lesquelles nous serons respectés, traiterons d'égal à égal, avec plus de considération par rapport à ce que nous sommes. C'est la seule finalité. Qu'on ait une perspective assez dure ou violente, ou qu'on ait une vision plus ou moins modérée, qu'on dirait, la seule finalité qui m'importe, moi, c'est qu'on s'achemine vers des relations avec une nouvelle esthétique et une nouvelle considération dans ces relations-là. J'ai dit tout à l'heure que les centres culturels, pour ne pas les nommer, qui sont là, mais ils n'importent pas la culture française. Ils aident à la production culturelle à partir de nos acteurs, parce qu'ils ont les moyens de le faire. Ce n'est pas là la question. La question, c'est quoi? Je suis ministre, je suis regret de le dire. Pourquoi aujourd'hui, quand vous allez dans toutes les capitales africaines, le centre le plus dynamique qui prend en charge l'animation culturelle, c'est soit Goethe Institut, ou soit c'est l'Institut culturel français. Ce n'est pas leur faute. C'est notre responsabilité à nous. C'est nous qui devons faire en sorte qu'on ait les instruments, les moyens et les mécanismes qui permettent que l'État, en relation avec les autres, puisse prendre en charge cette question-là. Je me souviens, en 1993, nous étions, nous, les précurseurs d'une radio privée au Sénégal. Nous avions un slogan simple. Qu'ils écoutent les autres radios, mais ils vont prioritairement nous écouter. Qu'ils fréquentent les centres culturels. On précise laquelle c'est Sud FM? C'est Sud FM à l'époque. On a créé la radio en 1993. Tout le monde nous disait, RFI vient d'avoir une fréquence sur la 92. J'ai dit, jamais des journalistes français basés à Paris ne feront de meilleures productions que nous sur notre propre société. C'est notre responsabilité à nous. Et comme disait d'ailleurs le philosophe Hamidia, paix à son âme, il n'y a jamais de dessin à jamais faux clos ici en Afrique. Il n'y a eu que des responsabilités désertées. Assumons nos responsabilités à tous les niveaux. Pour finir, il ne me semble pas possible qu'on développe la culture et en fasse un instrument qui soit au service du peuple, quand je le dis, comme je le disais tout à l'heure, dans un océan de dénuement et de sous-développement. Il y a une relation dialectique entre les deux. La condition économique. Mais la condition économique, c'est qu'il faut prendre en charge fondamentalement la condition économique et considérer que la filière politique culturelle joue la même fonction que l'agriculture et autres. Et qu'on ne pense pas que c'est juste une forme de subside plus ou moins conséquent, un appendice de quelque chose. Mais elle doit être une filière économique au même titre que les autres. Je clôt en disant, la France a investi en 2017 21 milliards d'euros dans le cinéma français. Le cinéma a rapporté 57 milliards à la France d'euros dans la même année. L'échelle de valeur de ce point de vue, quand la mesure on la comprend davantage, on sait ce que représente la culture. Elle est à la fois un instrument économique et un instrument d'affirmation de notre dignité et de notre différenciation par rapport aux autres. C'est ça que nous ne percevons pas toujours. Et l'exemple que je vous dis tout à l'heure, d'un cadre aux finances qui dit, au moment où les gens s'occupent de ça, vous vous permettez de parler de musée, est significatif par rapport à la perception que même les gens qui sont instruits peuvent en avoir. La question des moyens, donc on va encore ouvrir la discussion sur l'utilisation conséquente des moyens. L'utilisation conséquente des moyens. On va peut-être parler d'une chose qui est très très importante aussi, c'est le statut des artistes de manière générale. On l'a vu d'ailleurs récemment, des disparitions subites et assez violentes
hautes figures de la scène artistique sénégalaise. Je pense par exemple à Joe Wakam, à Medoune Diallo et tout le reste. Est-ce qu'il y a dans la politique culturelle quelque chose qui est prévu pour essayer de donner à ces gens une vie décente, une vie digne? Est-ce que nous sommes à la hauteur des enjeux de protection des talents locaux? Je vais vous donner des faits concrets. Très rapidement. Les autres pourront se prononcer par rapport à ça. Oui. Parce qu'il faut d'abord parler des faits. Quels sont les faits? D'abord, ils disent toujours on était malade, on n'est pas soigné, les artistes. Je précise que le ministre de l'Agriculture n'est pas obligé de soigner les agriculteurs du pays. L'État a l'obligation de mettre un cadre qui permet à tous les citoyens, sans distinction de filière de travail, d'accéder à des soins sanitaires. C'est important. On a mis en place la CMU et en dehors. Le président a fait mettre en place une caisse d'assurance maladie des artistes et de tous les producteurs culturels, où il a mis 100 millions, où le ministère a mis 35 millions, et où également Youssou Ndour, l'artiste, bravo à lui, a mis 75 millions. On demande aux artistes simplement de s'inscrire et de donner pour à l'année 3 500 francs CFA. Nous ne sommes pas aujourd'hui à plus de 6 000 adhérents. Il y a un potentiel de 450 000 adhérents au Sénégal. Il faudrait également considérer que ce n'est pas parce qu'on a tenu un micro, on a chanté qu'on est artiste. Et dans cette voie-là, nous sommes en train de mettre la loi sur le statut des artistes au Sénégal. Et enfin, c'est important de le dire, comme il y a des fonds qui sont disponibles au ministère des Finances, mais pour la culture, par exemple les fonds culturels, les cultures urbaines. Dans quel pays en Afrique au monde, vous voyez un gouvernement qui a tout le temps sur son dos les acteurs culturels, le rap, financés avec des projets? Justement, il ne reste pas beaucoup de temps, cher Penda Mbaou. C'est-à-dire on avait commencé très fort avec un mécénat d'État vis-à-vis des artistes. Et les artistes étaient choyés dans ce pays. Mais au fur et à mesure qu'on assiste à un amenuisement des moyens, il y a un changement total. Et le mécénat qui est passé d'un mécénat justement d'État à un mécénat privé, malheureusement, ceux qui ont les moyens n'investissent pas tout le temps dans l'art et n'achètent pas des œuvres d'art. Malheureusement, les artistes se sont retrouvés dans une situation extrêmement difficile. On a perdu de grands noms ces derniers mois. Sur ce point juste, il y a une loi de 1968 qui fait obligation à tout constructeur d'une maison qui abrite du public de mettre 1% du budget de construction dans une réserve ouverte pour les artistes au Sénégal. Personne ne le fait. À la direction du patrimoine, justement, moi, à la MINSI, nous étions là en train d'arbitrer un conflit entre Feu, justement, Sow de la CSE et Younous Sey concernant justement la faculté de droit à l'époque. Donc je dis simplement, c'est le mécénat qui pose un problème parce que l'art doit pouvoir nourrir justement son homme. Et que la question que posait Mbougar, s'il n'y a que les Français aujourd'hui pour soutenir les artistes, quand Soli Cissé est malade, il se tourne en France. Quand Darilo est malade, il est en France. C'est normal, c'est au centre culturel français. Mais attention, ils sont en France sur les moyens de l'État du Sénégal. Voilà. Ça, il faut le dire. Ils sont allés ils sont allés en France pour se soigner avec l'appui et l'aide. Pour la plupart. Merci. C'est la plupart. C'est une nouvelle inconnue de la part de beaucoup de gens. Généralement, avec le président. Je n'étais pas là quand Darilo est malade. Mais je sais les artistes actuels qui se sont soignés ici ou ailleurs. C'est moi-même ou quelqu'un d'autre qui est allé à malade. On va terminer. Un peu la mise en place justement de l'assurance maladie pour les artistes. Mais c'est vrai aussi, d'un autre côté, que le genre de vie que mènent les artistes n'aide pas trop justement à assurer leurs conditions, à leur assurer de bonnes conditions de vie. Une autre question aussi qu'il faudra absolument souligner avec les artistes, j'ai en y réfléchissant parce que beaucoup meurent de cancer. Est-ce que les produits qu'ils utilisent justement dans leurs travaux ne sont pas nocifs aussi à la santé? Ça mérite une réflexion et une recherche. Maintenant, je termine sur une question de notre relation à l'Occident. Moi, je pense que la décolonisation, si elle n'est pas totale, elle est en tout cas en train de se parachever. Parce que simplement, il n'y a plus cette relation, si vous voulez, affective entre les intellectuels
africain et l'Occident. Très peu aujourd'hui d'intellectuels vivent en Occident comme vous ou sont formés dans les universités occidentales. La plupart de nos universitaires sont formés ici et ce lien ombilical entre l'Occident et l'Afrique est en train de se casser. On ne peut plus accuser, en tout cas, l'intellectuel africain d'être subordonné de l'Occident. Je crois qu'il y a une évolution de ce point de vue. Même vous. Malheureusement, on va faire un tour de table maintenant pour clore l'émission parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Les discussions ont été passionnées. Non, non, alors, je m'envoie vers le t'arrêter. Alors, Mohamed Mbougar-Sarr, tu auras l'honneur un peu de commencer le tour de table pour clore cette émission. Pour terminer, je crois que c'était un sujet assez inépuisable, très intéressant, on l'a vu. Moi, je terminerai simplement par formuler des vœux pour une culture au Sénégal qui soit plus ouverte, plus inclusive. On n'a pas eu le temps de l'aborder, mais j'aimerais beaucoup plus de femmes dans les productions culturelles, qu'elles soient beaucoup plus mises en avant, évidemment. J'aimerais beaucoup plus aussi de critiques littéraires, mais artistiques de façon générale. J'aimerais aussi, on l'a abordé très brièvement, qu'on puisse inclure dans ce que l'on appelle la culture et la valeur que l'on donne aux œuvres culturelles, aux productions culturelles, aux réflexions culturelles, les acteurs qui ne sont pas nécessairement des acteurs de langue française. Oui. Voilà, les arabisants, par exemple. Je pense comme il l'a dit. Voilà, comme il l'a dit. Ouvrir également la question du folklore, ne plus avoir cette sorte de mépris pour ce que l'on considère comme du folklore, qui est quand même une composante majeure de notre culture. Je plaide vraiment pour une culture qui soit ouverte, complexe et qui soit un réseau, un faisceau de croisement, de réflexion. Voilà, c'est vraiment ce que j'appelle de mes vœux pour terminer. Peut-être, monsieur le ministre, une intime conviction, vous qui êtes aux manettes et qui vous vivez ça au quotidien. Si on se projette... J'ai encore amené pour une semaine. Hein. Si on se projette, même si actuellement c'est les vacances du pouvoir dans quelques années, quel est votre rêve pour la culture sénégalaise, les politiques culturelles? Je suis d'abord d'accord avec Bougar quand il dit qu'il faut une culture inclusive et mettre également au devant les femmes. Pas les mettre pour la forme parce qu'on parle de gender. Pas d'affichage. Ouais, pas d'affichage, parfait. Voilà le terme que je cherchais. Il faut qu'elles y soient. Parce qu'elles font de bonnes productions et parce qu'on considère au départ et a priori qu'elles ont les mêmes valeurs, les mêmes capacités, les mêmes talents que les hommes. Mais qu'il faut les mettre dans un cadre qui leur permet de s'épanouir. Et sur ce point, vous remarquerez que toutes les lauréates, tous les Sénégalais qui ont été primés au Sénégal, c'est des lauréates. Ils ont financé au FOPICA plus de films pour les jeunes filles et les jeunes dames que pour les hommes. C'est une option fondamentale chez nous. Et on l'assume totalement de ce point de vue-là. On essaie dans cette filière du cinéma. C'est la même chose qu'on essaie de faire dans les filières arts plasticiens, arts plastiques. Enfin, dommage. Bon, mon mot de fin, c'est de dire que j'y crois fondamentalement, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui prendra le relais la semaine prochaine pour être ministre de la Culture. Je pense que la volonté politique est là, et la détermination surtout. De celui qui doit l'être pour que ça avance, on a cette détermination-là. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup, cher Pendambao. Merci, Mohamed Mbougar-Sarr. Merci à Sénéplus et à Supimax pour cette émission. Je remercie Abdoulaye Cissé de m'avoir laissé les commandes. Donc, il les reprendra très prochainement. Merci. Et puis, j'espère qu'on a nourri l'intérêt pour vous. Contribuer sur Sénéplus, donner vos articles, nourrissez l'échange parce que le sujet culturel a toujours besoin de contributions. Bonsoir et au revoir.